Passionné d'histoire africaine, le professeur Catherine Kokri-Vidrovic nous a entretenu dans une première émission de l'évolution économique du continent noir sous la colonisation. Pour cet enseignant de l'Université de Paris 7, Denis Diderot, co-auteur de l'Histoire générale de l'Afrique, le bilan économique de l'entreprise coloniale est en tout point négatif. Dans la plupart des empires, la production s'effondre d'année en année et est peu diversifiée. Pour les Africains eux-mêmes, la misère et le désarroi sont le lot commun et quotidien. Voici la seconde et dernière partie de cette analyse sans complaisance qui se poursuit sur le même ton en tordant le cou à quelques certitudes hâtives comme l'explosion démographique ou la fatalité du chaos sur le continent. Alors, professeur, vous êtes plutôt nuancé également sur l'analyse que vous faites de l'explosion démographique en Afrique, parce qu'on a entendu des points de vue plutôt alarmistes à ce sujet. Le vôtre est plus nuancé. C'est-à-dire que je suis historienne et j'écoute aussi les démographes qui travaillent un peu sur la longue durée. Et j'oppose le court terme et le moyen et long terme. À court terme, c'est vrai, évidemment, nous le savons tous, que l'essor démographique, enfin le boom démographique, avec des débuts de transition démographique, mais encore assez peu perceptibles, pendant encore une vingtaine d'années, sinon davantage, va poser des problèmes extrêmement difficiles, ne serait-ce que des problèmes financiers. Comment tous ces enfants qui naissent, d'abord comment les soigner pour qu'ils ne meurent pas, et comment les mettre à l'école. Et l'accroissement d'année en année est tel que les besoins sont énormes et que les budgets n'y suffisent pas. Enfin, bref, on sait très bien que dans le court terme, c'est un problème très dur. Ceci dit, si l'on regarde à plus longue échéance, le continent est globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement quand même relativement sous-peuplé et certainement relativement moins peuplé par rapport aux autres ensembles qu'il ne l'était au XVIIe siècle. Vous allez même plus loin, vous y voyez un atout économique. Oui, c'est un acquis économique, mais qui démontrera ses effets certainement d'ici une génération ou deux, c'est-à-dire que nous n'y serons peut-être plus, enfin moi j'y serai plus en tous les cas, et dans la mesure où à partir du moment où vous avez plus de monde, plus de jeunes, vous avez plus de travailleurs, à condition que les emplois suivent, bien entendu, et à vous avez donc que le sida ne fasse pas trop de ravages non plus. C'est assez différent. Le sida est tragique, hein, et on prévoit probablement que 30 millions de personnes vont en mourir dans les prochaines années, c'est-à-dire c'est absolument dramatique dans le court terme. Les gens meurent et les orphelins se multiplient, etc. Donc, je ne veux pas du tout minimiser ça. Mais les Africains étaient 100 millions au début du XVIIIe siècle, probablement 17e siècle, 95 millions en 1900, et c'est pas un hasard, sinon si la population n'a pas augmenté, il y a eu les traites négrières, il y a eu la colonisation elle-même, enfin la conquête, il y a eu toute une série qui fait qu'il y a eu une grande stagnation, 150 millions dans les années 1920, 500 millions il y a quelques années, et probablement 700 millions aujourd'hui. C'est-à-dire que la croissance, le boom démographique africain a commencé en 1950. La récupération, si vous voulez dire, elle est très récente. Elle date d'il y a un demi-siècle.
Et c'est pourquoi elle est tardive par rapport aux autres continents. Qu'est-ce qu'il explique Alors, ce qu'il explique, c'est très simple, c'est que les taux de natalité sont restés pratiquement les mêmes, très élevés. Les femmes commencent un tout petit peu à décroître maintenant, et puis il y a des variations suivant les classes sociales, etc. Mais les femmes ne peuvent en moyenne pas avoir plus de 7 enfants. Je veux dire en moyenne, il y en a qui en ont 15, il y en a qui en ont 2, mais disons la moyenne, c'est biologique. Les femmes ne peuvent pas avoir plus d'un enfant tous les 2 ans, pratiquement pendant leur période féconde. Donc les taux de natalité sont restés très élevés, ils n'ont pas augmenté. Ils n'ont pas diminué non plus, dans un premier temps. Les taux de mortalité, eux, ont chuté très fortement à partir du moment où une médecine préventive a été mise en place. Et ça date de la Deuxième Guerre mondiale, globalement, je simplifie. Les vaccinations massives, par exemple, il n'y en avait pratiquement pas avant la Deuxième Guerre mondiale, et vous faites tomber la mortalité infantile automatiquement d'un enfant sur 4 et un enfant sur 10 dans la première année. Donc ça fait un boom démographique qui commence en 50, qui s'accentue en 1960, au moment même où les États sont indépendants, où ils ont à faire face à tout, y compris à ce boom démographique qui est quelque chose de nouveau à l'époque. Alors ça explique l'explosion et la difficulté dans le court terme, mais en même temps, dans le long terme, comme je le disais, un phénomène de récupération quasiment nécessaire, d'une certaine façon. Alors le sida, là-dedans, le sida c'est tragique tant que l'épidémie est aussi violente, elle va être virulente encore pendant un certain nombre d'années, il n'y a pas de doute. Et tant que la majorité ne peut pas avoir accès au traitement, même absolument, bien entendu. Mais quelqu'un qui n'a aucun cœur et aucune âme vous dira au niveau des chiffres, 30 millions de morts dans les 10 ou 20 prochaines années, 700 millions d'habitants, peut-être dans un siècle, on ne s'en apercevra pas plus que des massacres de la Première Guerre mondiale dans la population française d'aujourd'hui. Nos enfants l'ont oublié. Alors ça implique que l'épidémie de sida s'atténue et soit stoppée. Mais je veux dire, c'est absolument dramatique pour nous tous qui le vivons. Nous ne savons pas ce que ça voudra dire dans un siècle, c'est ça que je dis simplement. Mais évidemment, pour ceux qui le vivent, c'est pas une consolation. Et le miracle ivoirien dont on a parlé au cours de cette période que vous considérez, était-ce un simple mirage? Non, là aussi, je vais vous répondre en historienne. On ne sort pas du sous-développement en une génération, c'est pas possible. Si vous voulez, les États, les nations africaines, les Africains, dans les années 1960-1970, ont eu 4 défis majeurs. Le boom démographique, l'indépendance politique, c'est-à-dire une nouvelle organisation. La relève, l'intégration de ce que c'était que la démocratie. Ils ont vécu dans l'autocratie pendant un siècle colonial. Et tout d'un coup, les mêmes occidentaux leur disent « ben non, maintenant c'est fini, c'est la démocratie ». Il fallait que les gens comprennent que la démocratie, c'est pas parce qu'on vote qu'on devient démocrate, c'est un combat. Alors ce défi politique qui n'est toujours pas changement résolu, des structures mentales. Oui, qui n'est toujours pas résolu. Ça non plus, ça ne se fait pas en un jour. Le défi de l'environnement, cette énorme période de sécheresse, qui n'est pas exceptionnelle dans l'histoire africaine, mais qui est intervenue précisément dans les années 70-90, qui a affecté les pays différemment, mais dans l'ensemble, ça a été une zone de déficit pluviométrique grave, qui a donc aggravé les problèmes de subsistance dans le contexte de croissance démographique forte. Et puis la récession mondiale, c'est-à-dire le fait que les pays du Nord n'étaient plus du tout disposés à aider vraiment les pays du Sud, puisqu'ils avaient à s'aider eux-mêmes, d'une certaine façon. Alors c'est extrêmement difficile de sortir de cette quadruple défi, et ça ne se fait pas en un jour. Les gens luttent, il y a des acquis, il y a des régressions, il y a des dictatures qui sont revenues, il y a eu vous voyez finalement les résultats de toutes ces luttes qui sont restées très souvent relativement souterraines, sortir au début des années 90
où à ce moment-là, vous Oui. avez véritablement l'émergence de ce qu'on appelle la société civile, enfin, Oui. c'est-à-dire d'une certaine généralisation de tous ces éléments, et tout ceci est au travail, mais c'est long, c'est difficile, ça n'est jamais un succès. Alors, la Côte d'Ivoire là-dedans, oui, c'est vrai que pour un certain domaine, l'économie s'est diversifiée, les exportations, il y a eu un moment où la Côte d'Ivoire a été autosuffisante, ça a été rompu en partie à cause de ce problème climatique, et puis parce que ça a été rompu aussi par la crise économique mondiale, par la pression. Il y a un essor dans les équipements, les infrastructures. Oui, enfin vous le savez bien, Oui. vous vivez en Afrique, vous ne vivez pas aujourd'hui comme il y a 20 ans. Bien sûr, les conditions, on ne peut pas dire que les choses ne bougent pas du tout. On ne peut pas dire que les besoins soient les mêmes, que la situation, il y a à la fois plus de misère, plus de drames et moins, ça dépend dans quel domaine. Ça change, tout ceci, ça change énormément. Mais globalement, les sociétés africaines ne sont pas du tout, bien entendu, enfin je veux dire, une palissade sortie du sous-développement. Et alors il y a deux choses à ça. Vous avez prendre ses forces soi-même, travailler soi-même à le faire, c'est pas toujours nécessairement fait. Et puis le poids, évidemment, et l'aggravation du poids des distorsions entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire que les pressions internationales sont de plus en plus lourdes, de plus en plus fortes, et comment résoudre ce double problème de promouvoir la société civile à l'intérieur, de faire partir de la base toutes ces forces vitales, qui sont énormes en Afrique, pour mettre en valeur toutes ces potentialités, et le mettre en valeur pour les intérêts des Africains, et non pas pour les intérêts des grandes firmes internationales. Et ça, c'est un autre pas défi. encore résolu. Est-ce que vous continuez à penser, Madame le professeur, que l'une des clés de l'avenir économique de l'Afrique réside dans l'évolution de l'Afrique du Sud? Oui et non. Oui, parce que je vous dirais, c'est toujours l'une des clés de l'évolution de l'Afrique en général, certainement, parce que c'est la partie de l'Afrique qui est la plus industrialisée, économiquement la plus développée, et ceci d'ailleurs est un héritage colonial. C'est là que les Occidentaux ont le plus investi depuis le XIXe siècle. On disait tout à l'heure qu'il n'y a pas eu d'investissement, ou pratiquement très peu d'investissement en Afrique occidentale, ce qui n'est pas du tout le cas en Afrique australe. Il y a eu d'énormes investissements, en particulier dans les mines d'or et de diamants et d'or, et dans l'industrie à partir des années 1930. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'infrastructures. Vous avez d'énormes richesses, d'énormes potentialités. Il est possible que l'Afrique du Sud joue un rôle de leader économique, mais ce n'est pas de l'Afrique du Sud que viendra le salut de l'Afrique tropicale, elle viendra des États eux-mêmes. Ça peut venir de quelques grands pôles de développement? De quelques grands pôles de développement, et sans doute aussi face à l'international d'une concertation à la fois économique et politique de type continental. Vous voyez, l'Europe se constitue difficilement, et non sans réaction et non sans soubresaut, mais face aux géants américains, si l'Europe ne se constitue pas sur le plan économique, que les différents petits pays européens, la Belgique qui est minuscule, la France qui n'est pas beaucoup plus grande finalement, enfin beaucoup plus grande que la Belgique, mais si petite par rapport aux États-Unis, ne peut rien. Donc l'Europe peut constituer un bloc, c'est l'idée européenne, mais l'Afrique, assurément, peut constituer un bloc aussi. Les ACP ont montré qu'à certains moments, elles ont eu les moyens d'agir un peu. Mais ça me paraît une condition économique fondamentale, mais pas seulement économique. C'est là que je pense que l'économique, le politique et le social se rejoignent. On ne peut pas décider d'une union économique entre chefs d'État pour que ça marche. Il faut que les peuples soient d'accord, il faut que l'organisation sociale y réponde. C'est-à-dire tout se tient, et c'est pourquoi c'est si difficile, parce que ce travail-là, c'est ce travail-là qui ne peut pas se faire en un jour. Vous savez, je dis quelquefois en comparaison, en France, on a bien fait la révolution de 1789, mais pour arriver à un régime
démocratique à peu près satisfaisant, il a fallu un siècle. Parce que la République, finalement, c'est la Troisième République de la fin des années 1870. Il a fallu 2 empires, 3 révolutions et les massacres de la Commune avant d'arriver véritablement à concrétiser l'apport nouveau de 1789. Alors je ne veux pas dire qu'il faut un siècle pour que je souhaite vraiment que les choses aillent beaucoup plus vite, et puis l'histoire s'accélère de plus en plus. L'histoire va vite aujourd'hui. L'histoire va vite aujourd'hui. Donc je pense que ça ira plus vite. Mais c'est un petit peu, vous voyez, ce genre de problème. Oui. On ne réalise pas le développement en 10 ans, en 20 ans et même pas en 30 ans. C'est pas possible. Donc, de même que René Dumont, à l'époque, qui était quelqu'un de tout à fait ouvert et qui a écrit un livre qui a fait L'Afrique est mal partie. Mais quand on regarde rétrospectivement, ça veut dire quoi? Il pensait que l'Afrique était parti en 1960. L'Afrique, comme vous le savez, les Africains sont nos ancêtres, nos premiers ancêtres. Donc l'Afrique n'est pas mal partie en 1960, l'Afrique a continué. Et puis c'est difficile de rattraper malgré tout ce qui est un retard économique très fort qui a été créé par l'histoire et accentué par l'histoire pendant des siècles. C'est vrai. Alors un accent afro-pessimiste justement... la vie d'un indigène est en fait, dit un administrateur colonial, c'est une citation que j'ai prise dans votre article, est un miracle perpétuel. C'était valable du temps de la colonisation, ça l'est peut-être largement encore aujourd'hui. C'est une fatalité? Oui, non, c'est pas une fatalité. Justement, je ne crois pas en la fatalité. Je dirais, c'est un résultat d'une succession historique probablement particulièrement difficile. C'est vrai que les malheurs historiques des Africains ont été longs et l'héritage est lourd. C'est un continent qui a été constamment envahi, enfin la plupart des continents ont été constamment envahis, mais vous avez eu la grande poussée arabe à partir du 7e, 8e siècle, quand même, qui a changé beaucoup les donnes, avec une exploitation économique inégale entre le monde musulman méditerranéen, qui était la richesse de l'époque, et puis l'or soudanais qui filait à l'extérieur. Vous avez eu les découvertes européennes au XVIe siècle, les traites négrières, dans tous les sens, vers l'Atlantique, vers la Méditerranée, vers l'océan Indien, ça a duré jusqu'à la fin du XIXe siècle. La colonisation, qui est la plus tardive de l'histoire du monde. La colonisation américaine était finie depuis un siècle quand la colonisation africaine a commencé. L'inégalité nord-sud qui est très importante, vous savez, c'est un héritage extrêmement lourd, c'est pas une fatalité, c'est l'histoire. Alors pour sortir de là, effectivement, c'est très difficile, très très difficile, pour rompre cette espèce d'évolution infernale. Alors, Madame le professeur, les concepteurs de cette histoire générale de l'Afrique lui assignaient pour but de faire progresser la connaissance de l'état de l'humanité. Quand vous regardez cet ouvrage aujourd'hui, vous vous dites que le but est atteint? Pour les chercheurs, le but n'est jamais atteint. Le but de faire connaître l'histoire de l'Afrique dans différentes langues, parce que c'est en français, c'est en anglais, mais c'est en train d'être traduit en japonais. Le tome 8 est en train d'être traduit en japonais. J'ai dû il n'y a pas longtemps envoyer mon article en français parce que le traducteur japonais était en train de le traduire de l'anglais. Je lui ai dit non, ça serait quand même plus simple que vous preniez le texte original. Et donc, effectivement, c'est une grande œuvre, justement, qui fait connaître l'histoire du continent africain, des origines à nos jours en 8 volumes, du point de vue africain. Ça n'est pas la seule entreprise du genre, mais c'est vraiment la première qui essayait de faire connaître l'histoire africaine à partir du continent africain. Et ça n'est pas un terme dans la mesure où, à partir de là, nous travaillons tous, bien sûr, pour en produire d'autres. Mais c'est considéré comme très important et je crois que ça l'est, effectivement. Alors, chose curieuse, quand je lis vos contributions dans cette histoire générale de l'Afrique, vous ne parlez pas de l'évolution de la femme africaine. C'est pourtant l'une de vos idées favorites. Oui, je vous remercie d'en parler. C'était un domaine qui était encore très peu étudié jusqu'il y a peu
Et donc, au moment où j'écrivais les chapitres pour cette histoire générale, j'étais en train d'accumuler de la documentation, mais ça n'avait pas encore émergé. Les femmes sont la moitié de l'humanité, et on parle beaucoup aujourd'hui du rôle des femmes dans le développement économique de l'Afrique, et c'est vrai, parce que les femmes sont des productrices, peut-être dans les sociétés africaines plus qu'ailleurs, et donc je me suis intéressée à l'histoire, de la condition féminine et du rôle des femmes dans la société depuis la fin du XIXe siècle à nos jours, c'est-à-dire depuis la veille de la colonisation aux sociétés contemporaines. Avec quelle conclusion? Que effectivement, ce que je vous disais à l'instant, d'une part, comme dans le reste du monde, les femmes ont été oubliées pendant longtemps parce que le monde était conduit par les hommes, et que la part des femmes dans la subsistance, dont l'approvisionnement général, qui reste un des domaines essentiels d'une grande partie des populations africaines, est fondamental, et que leur rôle actuel est encore s'accroît avec l'essor de ce qu'on appelle improprement l'informel, c'est-à-dire toutes les activités économiques non contrôlées, non contrôlées par l'État ou par l'économie moderne. Et ce sont elles qui actuellement font vivre les villes millionnaires. Il y avait 2 villes en Afrique subsaharienne, il y avait 2 villes de plus d'1 million d'habitants en 1960, il y en a pratiquement 30 aujourd'hui. Ces villes sont énormes et on ne comprendrait pas comment les gens peuvent y vivre alors que vous avez tant de chômage s'il n'y avait pas toutes ces activités informelles qui sont investies globalement à 80% par les femmes. Donc le rôle des femmes dans l'économie africaine est extrêmement important. Et la parité homme-femme dans la vie publique, dans la vie politique précisément, vous y croyez? Vous pensez que c'est applicable en Afrique? Oui, j'y crois d'une certaine façon. Il n'y a pas de raison. Vous savez, les femmes dans les sociétés occidentales, c'est quelque chose qui existe déjà, en particulier plus ou moins dans les pays scandinaves, qui augmente en France. Parité exacte, ça j'en sais rien, mais en tous les cas, montée croissante du rôle des femmes dans la vie politique, absolument. Actuellement, dans les sociétés africaines, je crois qu'on n'en est pas encore tout à fait là, mais ça change très vite aussi. À partir du moment où, vous savez, moi je crois énormément en, justement, je disais, les choses sont lentes, mais la chose la plus importante, c'est l'école. Évidemment, la scolarisation n'est pas absolue en Afrique. Vous avez beaucoup de pays, enfin, disons en moyenne, vous avez un peu plus de la moitié des garçons et moins du quart des filles qui est scolarisée. Mais vous avez des pays où 90 ou 95% des garçons sont scolarisés, rarement plus de la moitié ou au mieux 60% des filles, sauf en Afrique du Sud. À partir du moment où les petits-enfants apprennent à lire et à écrire, ils rentrent dans le monde moderne. Et par conséquent, plus grands, ils vont pouvoir intervenir. Et je crois que cette action, elle est fondamentale. Enfin, c'est l'action primordiale. Je dirais, il les faut toutes, bien entendu, il faut tout faire à la fois, mais l'école est quelque chose de, je dirais à la limite, quel que soit le niveau, bien sûr on dit le niveau de l'école n'est pas bon, les enseignants sont pas bons, les écoles sont trop chargées, etc. C'est vrai, tout ça, c'est dramatiquement vrai, mais il faut porter l'accent là-dessus, parce que c'est ça qui fera que les nouvelles générations vont pouvoir être aptes à lutter dans le monde moderne avec les armes du monde moderne. Et ceci devient de plus en plus vrai pour les filles, parce que l'école pour les filles se généralise, même si c'est encore très inégal dans l'ensemble. Et vous voyez maintenant, dans les sociétés africaines, les filles apparaître en nombre visible, disons, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, dans l'enseignement supérieur. Et en qualité. Et en qualité, bien entendu. Et alors, quand ces femmes, et c'est ce que je dis un petit peu dans les, quand ces femmes arrivent vraiment à des rôles prééminents, c'est qu'elles l'ont voulu.
elles ont lutté, mais contre tout, contre leur déficit, leur handicap de départ, contre la méfiance des hommes, contre les valeurs sociales, etc., etc. Alors elles sont redoutables. Elles s'accrochent, elles sont redoutables. Madame le professeur, je voulais vous demander de commenter cette citation d'un auteur qui est féminin et qui dit ceci: la vie publique en ajoute à la séduction des hommes et en retranche à celle des femmes. Est-ce votre avis? Oui et non, dans la mesure où effectivement les femmes doivent se conduire en hommes pour pouvoir avoir les mêmes fonctions que les hommes, et par conséquent le rôle traditionnel, l'image traditionnelle de la femme vue par les hommes n'est pas celle de la femme politique. Et il n'y a qu'à voir nos ministres femmes en France qui adoptent plus de préférence un tailleur strict qu'une robe à falbala, effectivement, pour avoir l'air sérieuse. Mais bon, ceci, je crois, est plus une boutade. C'est une boutade de journaliste, parce que cet auteur a un passé de journaliste. Une boutade masculine, je dirais. Mais c'est une femme qui le dit. C'est une femme qui le dit. Madame le professeur, c'est quoi votre prochain livre? Vous êtes dessus là en ce moment? Oui, ce que je voudrais en ce moment, c'est véritablement dialoguer avec des collègues historiens africains de l'époque contemporaine sur la façon de faire l'histoire d'Afrique. Alors je pense au grand courant de revendications tout à fait normales des nouvelles générations d'historiens africains qui disent nous voulons faire une histoire africaine vue de l'intérieur. Et à l'incompréhension fréquente, je trouve des historiens africanistes, disons, spécialistes de l'Afrique non africains, qui ont tendance à se replier sur leur savoir. Nous savons, et il est vrai que les moyens de recherche dans tous les domaines, les bibliothèques, les centres de recherche, les archives sont souvent en Afrique, mais la façon dont elles sont conservées, les moyens télématiques, etc., et puis les publications, sont bien plus importantes dans les pays occidentaux qu'en Afrique. Mais au nom de ce savoir blanc, entre guillemets, je pense que les historiens non africains ont souvent je dirais, un héritage d'instinct de supériorité qui est tout à fait regrettable, et qu'il faut que nous arrivions à dialoguer, parce que les regards croisés sont quelque chose d'extrêmement important. C'est pas parce que on n'est pas africain qu'on n'a pas le droit de faire de l'histoire de l'Afrique. C'est pas parce qu'on n'est pas français qu'on n'a pas le droit de faire. Oui, merci. Enfin, je défends ma passion et mon gagne-pain, mais un exemple tout à fait classique, c'est celui de l'historien américain Robert Paxton, qui a été le premier à faire une histoire du gouvernement de Vichy tout à fait remarquable, parce que les Français n'osaient pas. Et donc ça a marqué 1972, si je ne me trompe, c'est-à-dire quand même assez tard, une génération après, le début d'une introspection française. Donc je pense que les regards croisés sont très importants, mais ils doivent être croisés, justement. Et on doit comprendre les messages donnés de l'autre côté. Et donc je voudrais arriver à faire un dialogue. Et vous avez pris des contacts déjà dans ce sens avec des historiens africains et camerounais précisément? Camerounais un peu, oui, parce qu'il y a un jeune collègue à mon université qui est camerounais et qui a donc pas mal de contacts avec les collègues camerounais. Willie Jackson, et puis j'ai énormément de collègues africains, soit en Afrique, soit en France, soit aux États-Unis ou au Canada. Donc nous avons ce projet, effectivement, d'arriver à faire un livre dialogue où nous essayons de nous rencontrer avec une vision nécessairement différente des choses. Alors, un petit peu dans ce sens, c'est une anecdotique, mais enfin néanmoins important. Nous avions à recruter un maître de conférence d'histoire africaine à mon université, l'université Paris 7, et nous avons décidé hier, il y avait beaucoup de candidats, il y avait une vingtaine de candidats, nous avons élu un maître de conférence africain. Qui s'appelle Isiaka Mandé. De nationalité? De nationalité burkinabé.
Et ça, je trouve que c'est important, parce que c'est pas important, c'est fondamental. Parce que ça veut dire que nous travaillons maintenant en partenariat. Alors maintenant qu'il existe cette histoire générale de l'Afrique, qui est le document de référence incontestablement en la matière, est-ce qu'il n'est pas temps, Madame le professeur, et nous allons en terminer par là, d'enseigner, de faire enseigner l'histoire de l'Afrique en France, par exemple, dans une université française comme Paris 7? Ah bien, il y a déjà plusieurs universités quand même où l'histoire de l'Afrique est enseignée en tant que telle. Par les Français, par les Occidentaux, disons. Oui. À l'université Paris 7, à Jussieu, enfin, elle s'appelle maintenant l'université Denis Diderot, à l'université Paris 1, à Aix-en-Provence, et puis il y a toute une série d'enseignants spécialistes de l'histoire africaine qui sont en poste dans un certain nombre d'autres universités françaises, à Strasbourg, à Toulouse, à Nantes, à Grenoble. Vous avez des historiens dans des universités ou dans des écoles, des instituts, qui sont spécialistes d'histoire africaine et qui font des cours d'histoire africaine. C'est-à-dire qu'il y a un grand progrès depuis une vingtaine d'années là-dessus. Avec des étudiants... en France. Des étudiants qui étaient jusqu'aux lois Pasqua et aux difficultés de l'immigration en France, y compris l'immigration intellectuelle, qui étaient au niveau du IIIe cycle surtout des Africains, mais qui sont maintenant essentiellement des étudiants français. Ceci dit, au niveau de l'enseignement secondaire et encore plus de l'enseignement primaire, il faut bien dire que l'enseignement en France est inexistant. Et ça pourrait pourtant être une source d'éclairage des phénomènes d'immigration. Absolument, mais nous luttons pour ça. Vous savez, les choses alors, dans ce domaine redescendent. On avait essayé il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, de faire un programme d'histoire africaine dans la classe de seconde, qui était optionnel. Les enseignants avaient le choix entre l'Inde, la Chine, l'Afrique noire, etc. Mais ils ne choisissaient pas l'Afrique noire parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais à partir du moment où vous avez formé des historiens dans les universités qui connaissent l'histoire de l'Afrique noire, ils ont envie de l'enseigner dans le secondaire. Et donc je pense que les choses vont changer assez vite parce que depuis une dizaine d'années, vous avez eu une grande expansion vous avez une douzaine d'universités françaises où les étudiants vont entendre parler de l'histoire africaine. Et par conséquent, les choses, là encore, sont en train de changer. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que ce savoir puisse communiquer avec, évidemment, l'ensemble des collègues africains, compte tenu des moyens extrêmement limités qu'ils ont dans leurs bibliothèques, dans leurs universités, avec l'électricité qui fait que le passage sur Internet, qui est un bond extraordinaire quand on n'a pas de bonne bibliothèque, est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, tout simplement parce qu'il y a des coupures d'électricité et que les enseignants et les chercheurs n'ont pas accès aux trésors internationaux par ce biais. C'est pourquoi le travail en réseau est extrêmement important et c'est pourquoi aussi le rôle des historiens, enfin je vous parle d'histoire puisque je suis historienne, on pourrait étendre ça à ça, le rôle des historiens de la diaspora est très important parce que ils communiquent à la fois avec les Africains d'Afrique, avec les collègues internationaux avec lesquels ils sont, et ils sont des médiateurs extrêmement importants. C'est pourquoi, comme je vous disais tout à l'heure, je suis très contente que des historiens africains travaillent avec nous à l'université Paris 7, historiens ou politistes, parce que Willie Jackson est plutôt spécialiste de droit et de sciences politiques, ce qui nous a permis en décembre dernier, par exemple, d'organiser, je crois que c'était le plus grand colloque que nous avons pu faire sur être étranger et migrant en Afrique, c'est-à-dire les déplacements internes à l'Afrique. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce que ça n'a pas énormément intéressé les chercheurs internationaux non africains, parce que c'était vraiment un problème interne. Mais j'ai eu la chance de pouvoir rassembler avec peine, mais suffisamment de subventions pour faire venir 40 collègues titulaires dans des universités ou des universités africaines. À Paris, nous sommes rassemblés pendant une demi-semaine et c'était souvent la première fois qu'ils se rencontraient les uns les autres. Les Camerounais, on a eu plusieurs Camerounais, on a eu 7 ou 8 Camerounais,
sénégalais, sud-africains, nigérians, etc. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et ce genre de travail, pour la recherche africaine, elle se fait maintenant en Afrique. Codesria, par exemple, est un réseau très important. Puis il y a aussi au Cameroun un centre important. Et elle se fait aussi en réseaux internationaux, où je pense les historiens africains jouent un rôle majeur, parce que ce sont nos intermédiaires, nos truchements, et c'est pourquoi le dialogue est tellement important, et c'est pourquoi il ne faut pas le couper. Aux États-Unis, vous savez, c'est très dur. Enfin, il y a vraiment les blancs contre les noirs, et des deux côtés, des sommes d'incompréhension, pas pour tout le monde bien entendu, mais des sommes d'incompréhension gigantesques qui s'expliquent aussi par l'histoire. Et donc de tout ça, il faut que nous en soyons tous conscients et que nous comprenions dans le dialogue avec l'autre ce que l'autre veut dire, et quelquefois dans les propres paroles, je me surprends moi-même quelquefois à avoir des expressions qui choquent mes interlocuteurs africains, qui peuvent l'interpréter autrement, parce que sous le même mot, nous ne mettons pas la même chose, ou nous supposons qu'il y a des choses qui n'y sont pas. Enfin, il faut éviter toutes les formes de malentendus, et le seul moyen d'éviter les malentendus, c'est le dialogue. Et c'est pourquoi, en ce moment, vous me posiez la question de mon prochain ouvrage. En fait, nous pensons avec, en particulier, un collègue historien africain congolais, qui est maintenant en poste dans une université américaine, Didier Gondola, à faire un ouvrage de dialogue, justement, de dialogue honnête, et où nous essayons de nous faire comprendre dans notre objectif commun, qui est de mieux comprendre les héritages, les réalités africaines, et toujours un petit peu dans la même idée, qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir, justement. Parce que l'historien doit chercher à être objectif, rigoureux, impeccable sur ses sources, sur ses interrogations, sur ses interprétations, mais nous parlons tous d'un point de vue, et ce point de vue, nous ne sommes pas une science exacte, nous parlons de notre héritage, et cet héritage, il est commun. C'est Valentin Mudimbe, qui est un grand penseur congolais, qui l'a dit, nous sommes tous dépendants de la bibliothèque coloniale, c'est-à-dire d'un siècle d'accumulation de connaissances qui sont quelquefois très précieuses, qui sont des connaissances dont nous avons besoin, mais qui ont été accumulées par les chercheurs qui étaient pratiquement tous des Occidentaux. J'ai vu que vous avez dû vous rendre au Cameroun pour consulter les archives nationales. Ah oui, bien sûr. Quand je travaillais sur justement l'exploitation économique de l'Afrique équatoriale et C'était en quelle année? Cameroun, la première fois que j'y suis allé, c'était en 1900, je pense que c'était en 67-68. Je suis donc allé à Yaoundé, et les archives de Yaoundé sont un trésor. Dans la mesure où précisément ça relève du pays sous mandat. Non, pas seulement, mais la plupart des grandes archives pour l'Afrique équatoriale étaient concentrées à Brazzaville, pour l'Afrique occidentale étaient concentrées à Dakar, qui étaient les capitales fédérales. Les archives du Cameroun sont restées à Yaoundé, la capitale, donc ce sont les archives camerounaises. Le Togo, qui était un petit peu le jumeau, n'a pas eu cette chance, dans la mesure où les archives françaises, les archives de la colonisation, ont été rapatriées en France. Et alors ça, ce sont les aléas de l'histoire. Quand la France a été occupée par les Allemands ont mis la main sur toute une série d'archives, dont les archives togolaises, parce qu'ils pensaient récupérer le Togo pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils les ont emportés à Berlin. Berlin a été occupé par les Russes, et ce sont les Soviétiques qui ont emporté à Moscou toute une série d'archives, ou à Leningrad, je ne sais plus, toute une série d'archives, dont les archives coloniales togolaises, qu'il faut maintenant aller consulter donc en Russie pour les connaître. Vous voyez, l'histoire est quelquefois curieuse. La plupart des archives d'Afrique équatoriale de Brazzaville ont été importées en France au moment de l'indépendance. Elles se trouvent donc aux Archives nationales ou à Aix-en-Provence, tandis que les archives de la Fédération d'Afrique occidentale sont restées à Dakar, de par la volonté d'ailleurs de l'archiviste français, qui considérait que ces archives n'avaient pas à changer de lieu. Il s'est opposé à tout rapatriement des archives. Donc les archives du Sénégal sont en fait des archives, comportent
ce sont les archives sénégalaises contemporaines, bien entendu, mais elles ont tout un fonds qui est le fonds de l'ancienne AOF. Et c'est pour les chercheurs africains d'Afrique occidentale le meilleur fonds d'archives de un véritable trésor. C'est un véritable trésor. Mais les archives de Yaoundé aussi. Mais le problème, évidemment, un des problèmes qui n'est pas un problème crucial pour le développement africain contemporain, mais qui est un problème crucial pour comprendre d'une certaine façon comment se développer, puisque c'est contenu en partie dans ces archives, c'est la conservation de ces archives, qui est très fragile. Et ce n'est pas évidemment le premier souci des gouvernements actuels que de former les archivistes. Mais c'est bien nécessaire parce que ces archives se perdent. Elles se perdent à tous les sens du terme. Les papiers se perdent et les hommes aussi meurent. La mémoire s'en va. La mémoire, et ça c'est très grave parce que la mémoire on en a besoin pour. Enfin, je vous dirais, c'est pas vital, bien entendu. Et il y a d'autres problèmes qui sont des problèmes d'ordre vital en Afrique. Mais ce problème de la conservation de la mémoire des peuples, et y compris de cette mémoire coloniale qui a quand même représenté 3 générations et des changements majeurs. Qui est partie intégrante de notre histoire. Qui est partie intégrante de votre histoire. Absolument, qui est partie intégrante de votre histoire. Et qu'il faut donc maintenant considérer comme telle. Quoi qu'on en pense, ça n'empêche pas de la juger, par ailleurs, bien entendu. Mais il faut en comprendre tous les résultats. Vous ne seriez pas ici en train de m'interviewer avec... vous seriez peut-être, qui sait, mais après un tout autre déroulement de l'histoire que celle que vous avez connue et qu'ont connue vos parents et vos grands-parents. Madame le professeur, merci infiniment pour votre témoignage. Merci et merci de m'avoir interrogé longuement.